C'est fou quand on y pense. Les mots ont le pouvoir de bâtir des nations entières. Mais ils peuvent aussi servir à masquer les pires atrocités imaginables. Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va disséquer ensemble l'un des plus grands braquages linguistiques de toute l'histoire. On va voir comment un régime autoritaire a littéralement confisqué le langage pour tromper des millions de personnes. Et attention, il ne s'agit pas juste de regarder le passé. L'idée, c'est de comprendre une méthode redoutable, la véritable anatomie d'un mensonge d'État, dont les répercussions ont, complètement bouleversé le monde. Pour démonter toute cette mécanique, on va suivre un plan d'attaque assez simple. D'abord, le mythe du nom. Ensuite, les actes face aux mots, puis la fameuse machine de Goebbels, la mécanique de la tromperie en elle-même, et on terminera par le devoir de mémoire. Allez, c'est parti. Première étape donc, le mythe du nom, et plus particulièrement ce fameux paradoxe autour du terme national-socialiste. Bon, soyons clairs d'entrée de jeu. Les faits historiques n'ont absolument aucune ambiguïté là-dessus. Le nazisme, c'est une idéologie d'extrême droite. Ses piliers fondamentaux, ils ne laissent aucune place au doute. On part d'un nationalisme complètement exacerbé, d'un culte absolu voué à un chef unique, d'un racisme biologique mortifère et d'un antisémitisme virulent. Et surtout, c'est une idéologie qui rejette en bloc l'égalité humaine pour imposer une autorité dictatoriale. Une autorité qui d'ailleurs vouait une haine viscérale au marxisme et aux syndicats indépendants. En fait, ces fondations, c'est littéralement l'antithèse absolue de tout projet social ou émancipateur. Alors, on est en droit de se demander pourquoi intégrer le mot socialisme dans leur nom. Eh bien, c'était tout simplement un cynisme de pure propagande. Faut se remettre dans le contexte des années 20, où les idées sociales avaient vraiment le vent en poupe en Europe. Du coup, le régime a utilisé ce mot comme un véritable cheval de Troie idéologique. Le but, séduire les classes ouvrières qui étaient complètement désespérées par la crise économique. Ils se sont fabriqués une façade hyper rassurante et populaire pour attirer les masses, tout en planquant soigneusement leur véritable noyau idéologique, qui était lui profondément élitiste, autoritaire et violent. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les actes face aux mots, ou pourquoi il faut toujours juger la réalité au-delà des beaux discours. Quand on y regarde de plus près, la dissonance donne le vertige. D'un côté, on a la façade, les fausses promesses, un discours qui prétend offrir un socialisme protecteur, une proximité avec le peuple, un retour à l'ordre. Mais de l'autre, on a la main de fer de la réalité historique. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, bam, la violence a été immédiate. Pour donner un ordre d'idée, le 2 mai 1933, les locaux des syndicats libres ont été saccagés et tout bonnement interdits. Et il y a un fait tragique qui illustre parfaitement ce cynisme, c'est que les tout premiers prisonniers politiques envoyés dans le camp de concentration de Dachau, c'était très exactement les militants de gauche que ce fameux parti prétendait défendre. Incroyable, non ? D'ailleurs, il y a une maxime fondamentale chez les historiens qui fonctionne comme un super bouclier intellectuel. Elle dit « Il faut juger un mouvement par ce qu'il fait, qui il combat et quelle société il construit, pas seulement par son nom. » C'est tellement vrai. Si on croit l'étiquette d'un mouvement sur parole sans jamais scruter ses actes réels, eh bien on tombe la tête la première dans un piège tendu par des as de la propagande. L'analyse critique des actions, c'est littéralement notre seule boussole fiable. Pour bien ancrer ça, prenons un parallèle moderne assez flagrant. La fameuse République populaire démocratique de Corée du Nord. Bon, c'est une évidence absolue pour tout le monde aujourd'hui qu'il ne s'agit ni d'une démocratie, ni d'un régime populaire. En fait, c'est une technique universelle. Les régimes autoritaires adorent utiliser des termes séduisants et valorisants pour s'en servir comme camouflage sémantique. L'objectif, c'est de brouiller nos repères conceptuels, de vider les mots de leur sens originel, histoire de s'octroyer une fausse légitimité sur la scène internationale. Passons maintenant au troisième volet, la machine de Goebbels, l'architecte de cette vision du monde. Parce qu'un brouillage de la réalité à l'échelle d'une nation entière, ça s'improvise pas. L'ampleur de ce système tentaculaire est tout simplement ahurissante. On parle des journaux, de la radio, du cinéma, des affiches, des discours, de la culture et même de l'éducation des enfants. Rien, absolument rien n'échappait au contrôle de l'État. Et le truc, c'était pas juste de censurer les voix dissidentes, non, c'était d'inonder totalement l'espace public. Par exemple, ils produisaient massivement des postes de radio ultra bon marché, mais qui étaient réglés uniquement sur les fréquences d'État. Comme ça, la propagande résonnait sans aucun filtre, jusque dans l'intimité des cuisines et des salons. Il n'y avait plus le moindre espace pour la nuance. Et le point crucial à retenir ici, c'est que le but de cette machine médiatique infernale n'a jamais, au grand jamais, été d'informer les gens. La finalité, c'était de fabriquer de toutes pièces une vision du monde binaire, simplifiée à l'extrême et surtout
hautement émotionnel, en court-circuitant complètement la raison pour stimuler presque exclusivement des émotions primaires comme la peur, la colère, le ressentiment viscéral. La propagande s'assurait que la population réagisse de manière totalement instinctive. L'individu finissait par être totalement incapable d'avoir une réflexion critique indépendante. Ce qui nous mène à notre quatrième partie, la mécanique de la tromperie. Comment est-ce que ce mensonge opérait concrètement au quotidien? En fait, c'est un véritable mode d'emploi en 3 étapes, ultra calculé pour pirater l'opinion publique. Étape numéro 1, on détourne des mots positifs et rassembleurs pour s'attirer une sympathie immédiate. Étape numéro 2, l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'on va systématiquement accuser ses adversaires politiques de ses propres méfaits. Et enfin, étape numéro 3, la répétition absolue. Il fallait marteler ces mensonges de manière tellement massive, sur absolument tous les canaux en même temps, et sans jamais aucune contradiction, qu'ils finissaient tout simplement par devenir la vérité, ou du moins le bruit de fond normal de la société. Et la duplicité de cette méthode donne vraiment des frissons. D'un côté, sur la scène publique, le mouvement se présentait tout le temps comme l'éternelle victime de la violence politique, le seul rempart du peuple face au chaos. Mais en coulisses, la stratégie était redoutable. Ils désignaient méthodiquement des boucs émissaires. C'était carrément leur propre milice paramilitaire qui organisait la terreur, qui lançait des batailles de rue dévastatrices, pour ensuite s'en plaindre publiquement. Ça leur donnait l'excuse parfaite pour écraser brutalement leurs opposants. C'est une inversion de la réalité quasi chirurgicale. On touche d'ailleurs au sommet absolu de la manipulation, avec ce concept redoutable affirmé haut et fort que, je cite, « les vrais fascistes, ce sont les autres ». Ça, c'est une technique classique d'enfumage que les mouvements extrémistes adorent utiliser. En projetant leur propre intolérance et leur propre autoritarisme sur ceux qui essayent justement de les dénoncer, ils sèment une confusion mentale totale dans l'opinion publique. Franchement, comment le citoyen ordinaire peut-il s'y retrouver quand le danger lui-même a volé le vocabulaire de ses critiques pour s'en servir comme d'une arme? C'est le chaos assuré. 5e et dernière étape de notre décryptage, le devoir de mémoire pour prévenir la répétition de l'horreur. Parce que toutes ces techniques, elles peuvent sembler un peu lointaines ou appartenir aux livres d'histoire. Mais la réalité, révélée à la fin de la guerre, est d'une horreur absolue. Ce détournement des mots, c'était pas juste un coup de com' un peu cynique pendant une campagne électorale. Non. Quand on commence à appeler des déportations massives des évacuations, ou qu'on masque la réalité abominable des camps de la mort derrière le vocabulaire froid d'une bureaucratie, on franchit en fait la toute première étape d'une déshumanisation méthodique. Et les conséquences tragiques de cette manipulation sémantique, elles se mesurent en millions de vies anéanties. Alors, face à ce poison intellectuel, notre ligne de défense doit être totalement infranchissable. Et ces remparts ne sont pas passifs, loin de là. Il faut préserver très activement la mémoire historique, il faut armer les jeunes générations avec une immense rigueur intellectuelle, et surtout, exiger un respect scrupuleux des faits. Les commémorations, ce ne sont pas de simples cases à cocher sur un calendrier, ce sont des piqûres de rappel vitales sur nos propres vulnérabilités. Fermer les yeux sur ces mécaniques sémantiques, ou même laisser planer le doute pour les générations futures, c'est d'une gravité indicible. Pour clore cette exploration, il y a une question fondamentale qui s'impose à nous. Si l'histoire nous prouve de manière aussi indéniable que de simples mots peuvent servir de masque parfait à l'horreur absolue, serons-nous capables de voir la réalité qui se cache derrière les slogans bien lisses et séduisants d'aujourd'hui? Ça exige de notre part une vigilance intellectuelle de tous les instants. C'est impératif d'aller gratter sous l'emballage. L'analyse critique de notre langage, au final, ce n'est pas juste un petit luxe théorique, c'est carrément notre seule et unique véritable protection. Merci d'avoir suivi cette analyse.